Bon, boa tarde, então. Bonsoir. Tout d'abord, je m'excuse pour la qualité de mon français et pour d'éventuelles erreurs de traduction. Je ne suis pas spécialiste. Maintenant, je vais lire le curriculum de Olivier Beaumont en portugais, tel qu'il a été publié sur les réseaux sociaux en français. Je pense que c'est meilleur de lire en português maintenant. Cravista de rara elegância e imensa cultura, Olivier Beaumont sempre foi um leitor, um autor, um homem de letras, segundo Ivan Alexander. Curioso, apaixonado e erudito, se as qualidades de Olivier Beaumont como músico forem rapidamente reconhecidas, seu apurado senso de comunicação em masterclasses, conferências, programas de rádio e televisão e a sua felicidade por estar no palco e por compartilhar com outras artes o seu gosto pelos séculos 17 e 18 em produções teatrais, direção artística do Festival de Champs-sur-Marne, livros, também são bem-vindos e fazem dele um artista multifacetado com demanda internacional. Convidado pelos principais festivais franceses e estrangeiros, Olivier Beaumont se apresenta em diversos países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bielorrússia, Brasil, Canadá, Croácia, Espanha, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Hungria, Itália, Japão, Holanda, Países Baixos, portanto, Portugal, República Tcheca, Rússia, Eslovênia, Suíça e Turquia. Em julho de 2018, participou de uma integral das sonatas de Scarlatti para o Festival da Rádio France Montpellier. Ele também iniciou um grande número de programas de rádio e televisão, France Musique, France Culture, Rádio Suisse Romande, BBC, FR3, Musique e Meso. Apaixonado também pelo teatro, adaptou notavelmente com Nicolas Vaud e Nicolas Marié, Le Nouveau de Rameau de Diderot. Sucesso desde a sua criação em 2012. Convidado regularmente para a série de concertos Philharmonie de Paris, ele é o criador da apresentação da obra completa de Bach para cravo, realizada em 2014, com cerca de 20 cravistas. Em julho de 2018, participou da integral das sonatas de Scarlatti para o Festival da Rádio France Montpellier. Acaba de criar o espetáculo musical com Le Comédien Voyageur e Marcel Bozonnet, sobre o trágico destino de Henriette Anne d'Angleterre. A discografia de Olivier Beaumont, regularmente elogiada pela imprensa internacional, inclui cerca de 60 gravações, principalmente como solista, incluindo 20 para a editora Erato. Entre esses títulos encontra-se uma obra completa para cravo de François Couperin, relançada recentemente e ainda atual, peças de Bach, Purcell, Handel e compositores russos e americanos do Iluminismo. Foram publicadas também as obras completas para cravo de Rameau, Chambonnier, Dacan e um recital de obras do final do Antigo Regime para órgão e fortepiano, da coleção Temperament. Para a Label Aparté, publicou em 2017, com Julien Chauvin ao violino, um disco dedicado a obras raras de Simon d'Auvergne, Rameau, Cardone, a Madame. Em 2018, marcou o aniversário do nascimento de François Couperin e foi lançada pela Nomad Music, uma gravação dedicada às apoteoses de Couperin com Béatrice Martin, o cravo. Ele está preparando um disco Un clavecin por Marcel Proust para o centenário da morte do escritor. Olivier Beaumont escreveu um livro sobre François Couperin, de edições Gallimard, outro sobre Vivaldi, e em colaboração com Établissement publicou do Château de Versailles, Public do Château de Versailles e o Centre de Musique Baroque de Versailles, uma obra vasta sobre la musique à Versailles, Actes Sud, e la musique dans les mémoires de Saint-Simon, à l'Opéra Monsieur, l'Infini Gallimard. Seu último livro, Tombeau de Jeunesse Monsieur de Saint-Max, foi lançado em março de 2021 pela editora Arlea.
Olivier Beaumont interpretou e compôs música do último filme de Stéphanie Brisé, Um Vie, baseado no romance homônimo de Guy de Maupassant, lançado em 2016. Pedagogo talentoso, Olivier Beaumont é, desde setembro de 2001, o professor da classe de cravo do Conservatório Nacional de Música et Danse de Paris. Bon, Monsieur Olivier Beaumont, c'est pour nous un grand honneur, un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce groupe de clavecinistes. Merci beaucoup pour votre générosité de vous accepter mon invitation. Merci beaucoup. Voilà. Buenas tardes a todos. Donc, je vais parler français Oui. pour évoquer le style français en exil dans la musique de clavecin. Une petite introduction tout d'abord. Quelqu'un a dit qu'un poème traduit est un poème en exil. Est-ce qu'on a le sous-titrage? Voilà, très bien. J'aime beaucoup cette phrase que je trouve très symbolique. Les voyages forment la jeunesse, on le sait. Les voyages aussi fortifient les styles artistiques. Et l'examen d'un style en dehors de son pays d'origine peut donner des clés pour mieux le comprendre. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de traiter un sujet si vaste en 45 minutes, mais je voudrais dégager quelques points qui me semblent importants. Je vais déjà donner les limites temporelles de mon propos. Limites temporelles tout d'abord. Je vais partir de 1661 à 1764, c'est-à-dire à peu près une centaine d'années. Pourquoi? Parce qu'on commence au moment où le style français devient public et médiatisé, on pourrait dire, c'est-à-dire au moment où Louis XIV accepte, au moment où Louis XIV va vraiment gouverner tout seul. 1661, c'est la mort de Mazarin et il annonce à ses ministres qu'il va gouverner tout seul. Et donc, il va créer dans l'Europe entière un véritable style français. Donc, je ne parlerai pas, par exemple, de Froberger ici, qui n'a pas d'idée. Donc, Louis XIV annonce qu'il va gouverner tout seul en 1661. Il n'y a pas, donc pas de prise de pouvoir, comme les gens disent, mais c'est plutôt qu'il dit qu'il va gouverner sans ministre. Et là, c'est le début d'une sorte de création et plutôt d'officialisation du style français dans tous les domaines. C'est une volonté autant artistique que politique, on pourrait dire. Dans ces années 1660, on a les petits et les grands motets pour la chapelle royale, les suites d'orgue pour l'église, les tragédies lyriques à l'opéra, et puis bien sûr les musiques de clavecin, les suites de clavecin. L'école française de clavecin n'est pas forcément plus tardive que les autres écoles européennes. C'est simplement qu'elle a été publiée plus tard et que donc on a des manuscrits souvent un peu plus tardifs, comme Chambonnières, qui est l'exact contemporain de Louis XIII, mais qui en fait publie en 1670, donc très tardivement. Et on va voir que Versailles va servir progressivement d'écrin à toute cette musique. Ça, c'est le début des limites du temps. De l'autre côté, c'est 1664, c'est la mort de Jean-Philippe Rameau. Alors, pourquoi? Parce qu'on a, après Rameau, le style français commence à devenir un peu moins important. On a une lettre de Léopold de Mozart du 1er février 1764 qui dit « J'espère que dans 10 à 15 ans, le style français sera complètement éteint. » Et c'est drôle de penser que 10 ans après, 1774, c'est la mort de Louis XV, par exemple. Donc, les limites géographiques aussi, après les limites temporelles. Curieusement, le style français s'est épanoui surtout dans les pays protestants, anglicans ou luthériens, et cela malgré ce qu'on a appelé le terrible édit de Fontainebleau, qui est connu comme la révocation de l'édit de Nantes, où, sous l'influence de bien des religieux et de même de Maintenon, Louis XIV a fait fuir les protestants de la France, on connaît ça. Et curieusement, le style français s'est développé dans ces pays-là et pas beaucoup dans les autres pays catholiques, comme
l'Italie, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de style français en Italie, et même l'Espagne. En Espagne, il y a eu un peu plus de style français parce que les musiciens de Philippe V, donc qui était le petit-fils de Louis XIV, a pu éventuellement apporter de la musique française. L'Autriche était un peu plus divisée entre le style français et le style italien, mais je parlerai donc en ce moment surtout du style français chez les auteurs anglais et chez les auteurs comme Henry Purcell, William Croft, et chez les auteurs allemands comme Bach, bien sûr, Telemann ou Handel, qui sont effectivement les compositeurs qui ont le plus utilisé le style français. Alors, nous savons que le style français est constitué surtout de danse pour le clavecin, puis ensuite de ce qu'on a appelé les pièces de caractère, qui définissaient la personnalité de quelqu'un ou qui racontaient une ambiance particulière. Donc, je vais parler d'abord des caractéristiques d'écriture et d'interprétation de cette musique-là, et puis des œuvres elles-mêmes. Mais avant tout, parlons français en musique, tout d'abord. Alors, les termes français utilisés dans la musique de clavecin. Au XVIIIe siècle, c'est un heureux temps où le fait de parler français était un signe de culture et d'éducation particulièrement développée. C'est William Christie, je pense, qui dit toujours qu'il aime bien parler français par gourmandise, que c'est une chose qu'il aime beaucoup, beaucoup faire. On a cette phrase de Couperin dans L'art de toucher le clavecin qui est intéressante parce que toutes les indications que donne Couperin en français, Couperin voudrait qu'on les traduise. Et voici ce qu'il dit, Couperin. Je pense que ce n'est pas en sous-titre, mais tout le monde connaît cette phrase. Je souhaite que quelqu'un se donne la peine de nous traduire pour l'utilité des étrangers et puisse leur procurer les moyens de juger de l'excellence de notre musique instrumentale. Donc ça, ce n'était pas dans les sous-titres, hein, Béatrice, c'est une phrase que j'ai lue comme ça. Mais donc ça veut dire que regardons un peu ce que font les auteurs étrangers avec leurs propres œuvres. En Angleterre, par exemple, les titres de danse et les indications de tempo sont en anglais, mais venus de la France. Les suites de Purcell, qui sont de 1696, qui sont publiées un an après sa mort, par sa veuve, c'est marqué allemande, courante, parfois courante, sarabande, minuet. On a aussi very slow, par exemple, et même une allemande qui a un titre, Bell Bar. Donc, bien sûr, ce sont des titres français ou des indications de caractère français qui sont traduits en anglais, mais qui viennent directement du français. Et on verra aussi que pour les ornements, on utilise les mots des ornements, mais qu'on traduit en anglais. Mais quelquefois, les termes français sont utilisés tels quels, à la manière des Italiens, le langage courant qui est devenu le terme musical. Vous savez, petite parenthèse, quand on dit allegro, pour un Italien, c'est très clair. Tout de suite comprend que c'est un terme du langage parlé. Mais pour un Anglais, un Allemand, un Français, allegro, c'est plus abstrait. Alors chez Handel, par exemple, qui publie ses œuvres en Angleterre, mais dont l'œuvre a été élaborée dans sa jeunesse en Italie, les titres de danse très souvent sont français. Dans le grand recueil des suites de 1720, on a les mots double, air. Chez Bach aussi, les titres de danse sont en français, angloise, musette, air pour les trompettes, par exemple, qui évoque la musique de Delalande sur le Grand Canal à Versailles. Donc on a souvent des titres français directement en français dans les autres pays, qui donnent quelque chose tout de suite de très intéressant. Je fais une petite parenthèse sur le texte en français qu'on a de Jean-Sébastien Bach, qui est dans la préface des Concertos bambourgeois, dont la copie est de Köthen de 1721. La préface en français de Bach a été écrite par lui, ou peut-être plutôt par un professeur de français de Köthen. Et là, Bach dit une chose qui est très française, mais que les Français eux-mêmes ne connaissent pas. Il dit à un moment, comme j'eus une couple d'années, etc. Et normalement, en français, on dit un couple, c'est masculin, sauf justement pour les années où il faut dire une couple d'années. Donc les Français qui se disaient « Ah, Jean-Sébastien Bach ne connaît pas le français », se trompent complètement, parce qu'une couple d'années, c'est tout à fait correct. Ensuite, Telemann a publié, vous savez, 36 fantaisies pour le clavecin à Hambourg en 1732-1733. Et là,
on a des fantaisies à la française, des fantaisies à l'italienne. Et dans les fantaisies françaises, il utilise des termes comme on a chez François Couperin, tendrement, vivement, vitement, vite, très vite, gravement, gaiement, allègrement, pompeusement, gracieusement, mélodieusement, spirituellement, lentement, flatteusement, modérément, gaillardement. Et même pour les indications de forme, il dit « voyez le commencement » ou « recommencer la fantaisie ». Donc ça, il y a une volonté vraiment de parler français pour mettre l'interprète dans l'ambiance un peu du français. Maintenant, sur l'écriture elle-même de la musique, donc les caractéristiques d'écriture et d'interprétation. Tout d'abord, le style luté. Ça, le style luté, c'est le principal modèle d'écriture en français, en France. Les idées heureuses de François Couperin, qui sont dans le deuxième ordre. Le terme heureux, ici, ne veut pas dire joyeux du tout. Les idées heureuses de François Couperin, ce sont les bonnes idées, c'est-à-dire les idées qui sont bienvenues. Mais ce n'est pas des idées heureuses, ce n'est pas des idées joyeuses, c'est des idées bienvenues. Alors, cet art de faire résonner l'instrument, on le doit à Chambonnière, dont la découverte dépasse un peu son propos, et on a même un écho de cette musique-là, cette façon de jouer de la musique, jusqu'à Chopin, Brahms ou même Debussy. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette façon de faire sonner l'écriture lutée, c'est une sorte de syncope résonante, comme ça. Les harmonies ne sont jamais verticales, mais énoncées toujours à la suite les unes des autres. Ça, c'est très français. Des exemples chez Bach, par exemple, l'allemande de la deuxième suite française en do mineur, et puis Handel, l'allemande en ré mineur de la troisième suite de 1720. Vous verrez, on a des arpèges qui sont marqués en plusieurs voix, et ça vient vraiment de la France, c'est pas du tout italien. Et curieusement, le style luté est écrit plus précisément en France que dans les autres pays. C'est assez curieux. En Angleterre, par exemple, le style luté est écrit à 2 voix simplement. Donc, est-ce qu'il faut tenir toutes les voix? On ne sait pas. Comme dans le ground en mi mineur de Purcell, par exemple. Et par exemple, dans les bergeries de François Couperin, qui ont été copiées dans le livre d'Anna Magdalena Bach. La main gauche chez Couperin est marquée avec toutes les notes tenues précisément. Et chez Bach, en revanche, c'est marqué à une seule voix comme ça. Mais bien sûr, il faut tenir les voix comme musique française. Donc c'est curieux, le style luté est mieux écrit précisément en France qu'à l'étranger. Mais à l'étranger, bien sûr, il faut faire ça de la même façon. C'est une technique de jeu qui finit par être habituelle. Ça a eu un très grand succès dans toute l'Europe et c'est presque la marque de fabrique, on pourrait dire, de la musique française. Donc c'est important aussi de voir qu'on peut traiter le style luté différemment en fonction des zones du clavier. Dans l'aigu, on peut tenir plus toutes les notes parce que la résonance est jolie, mais dans le grave, si on est trop dans le grave et qu'on tient toutes les notes, ça va mal sonner. Par exemple, la harpée de François Couperin, on a toutes les notes tenues dans l'aigu, et à la basse, c'est juste tenu un petit peu, mais moins. Et vous regarderez aussi le prélude en do dièse mineur du clavier tempéré, du premier livre du clavier tempéré de Jean-Sébastien Bach. On a exactement la même chose. On a sol, fa, mi, ré, mi, do, mi, sol, do, tout l'accord, ti, la, do, tenu avec un arpège, si, la, sol. Et la réponse de main gauche fait sol, fa, mi, ré, mi, do, mi, sol, do, sans tenir les notes. Donc ça, c'est un exemple très typique de la façon dont on gère l'écriture lutée dans l'aigu ou dans le grave de l'instrument. Les ornementations et les doubles maintenant. Alors le principe d'une table d'ornement, c'est aussi très français. La première publiée est celle de Chambonnière en 1670, puis la plus connue va être celle de Danglebert en 1689. Et quand Purcell écrit ses Rules for Graces, qui sont publiés après sa mort dans The Harpsichord Master en 1697, c'est publié après sa mort, mais on indique qu'elle a été établie par le fameux monsieur Purcell à la demande d'un ami, donc on est sûr que c'est bien de Purcell. Et alors là, les Rules for Graces, donc les règles pour les ornements, on a exactement la table d'ornement qu'on a chez Couperin ou chez Rameau.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que chez Dufly, on a les grâces de Dufly. Ça peut être les 3 grâces de l'Antiquité, mais comme c'est une pièce avec beaucoup d'ornements, peut-être que c'est les grâces anglaises, les graces anglaises, peut-être pour la pièce de Dufly, comme la pièce Les agréments de François Couperin, hein, qui est une pièce agrément en musique française, ça veut dire le plaisir, le jardin d'agrément, mais c'est aussi les agréments, les ornements qu'on doit jouer. Voilà. Donc, on a cette traduction des mots, mais qui peut changer, mais on a la même réalisation, où dans tous les cas, on doit jouer dans le style français. Ensuite, on sait que Bach a copié la table d'ornement de Danglebert, ça on est sûr. Bach, les circonstances précises, c'est que Bach a copié le livre d'orgue de Nicolas de Grigny, ensuite la table d'ornement de Danglebert, puis les suites de Dieupart. Alors, pourquoi il a copié cette table de Danglebert? Ce n'est pas de façon empirique, c'est parce que Dieupart utilise les mêmes signes d'ornement que Danglebert, ou Rameau, c'est-à-dire avec le pincé comme une petite parenthèse et pas le pincé comme on a chez Couperin, comme ça. Donc, s'il a copié la table d'ornement de Danglebert, Bach, c'est parce que ça lui a servi, ça sert aux élèves d'avoir l'explication des ornements qu'on trouve chez Dieupart après. Donc, c'est une chose très précise. Et ce grand manuscrit de Bach avec Grigny, table d'ornement de Danglebert et suite de Dieupart, c'est comme un manuel des claviéristes allemands qui veulent se familiariser avec le style français, pour l'orgue d'abord et pour le clavecin après. Alors, pourquoi Dieupart? Pourquoi Bach a copié Dieupart plutôt que François Couperin en entier? Parce que je pense qu'il y a une chose dans Dieupart, c'est qu'il a des ouvertures pour le clavecin, alors qu'on n'a pas beaucoup d'ouvertures dans le répertoire français, à part les tensions de Lully de Danglebert. On a des ouvertures pour le clavecin chez Dieupart qui ont intéressé Bach parce qu'il lui-même a composé des ouvertures, 4e partita, 16e variation de Goldberg, l'ouverture à la française, bien sûr. Donc, il a composé beaucoup d'ouvertures à la française pour le clavecin, plus quelque part que des compositeurs français eux-mêmes. Et on sait que Bach donc, a utilisé pour sa propre table d'ornement qu'il a faite pour Wilhelm Friedemann Bach en 1720, c'est une table qui est extrêmement inspirée de Danglebert. On a même la même façon de montrer les ornements. Ensuite, pour les doubles, ce qu'on appelle les doubles, il ne faut pas confondre les doubles avec les agréments qui sont ajoutés aux reprises. Ça, c'est très, très important. Ce n'est pas la même chose. L'exemple très clair, c'est les sarabandes des 2e et 3e suites anglaises, de Bach, bien sûr, la suite anglaise en La mineur et la suite anglaise en Sol mineur, 2e et 3e. Là, c'est marqué les agréments de la même sarabande, c'est-à-dire qu'il faut jouer la partie A, et à la reprise, il faut jouer tous les agréments qu'indique Bach en plus. Mais, dans le même donc comme par exemple dans la Majestueuse de François Couperin, le premier ordre, où on a ce genre de choses. Mais ensuite, le double qu'on a dans la sarabande de la 6e suite anglaise, en Ré mineur, là, ce n'est pas du tout pareil, ce n'est pas des agréments, c'est une variation, c'est donc une pièce qui doit être jouée en dehors. Donc, que ce soit bien clair, quand c'est des agréments de la même sarabande, il faut les jouer à la reprise, mais quand c'est un double, c'est une pièce toute seule, autonome, qu'on doit jouer après la sarabande elle-même. D'accord? Ensuite, parlons un peu de l'inégalité maintenant. On a cette belle phrase de François Couperin sur l'inégalité, qui est une phrase essentielle que je vais vous lire. C'est la phrase principale pour la musique française. Nous écrivons différemment de ce que nous exécutons. We are writing differently as what we are playing. It's extremely important. Ce qui fait que les étrangers jouent notre musique moins bien que nous lisons la nôtre. Pourquoi? Parce que quand on voit, par exemple, on voit des Allemandes en musique française en note égale, on sait qu'ils veulent jouer tam, papam, papam inégal. Et par contre, si on voit une Allemande chez Bach qui est en note égale, on va la jouer égale, bien sûr. C'est pourquoi l'inégalité à l'étranger, elles sont toujours indiquées précisément. Par exemple, dans les Allemandes de Croft, de William Croft, qui est successeur de Purcell, elles sont marquées inégales. Les Allemandes, tam, papam, 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 papam. C'est marqué très précisément. Chez Purcell aussi, regardez la suite numéro 7 en Ré mineur, mais aussi dans les courantes, les sarabandes
les inégalités sont marquées avec croche pointée, double croche ou double croche pointée, triple croche. Donc ça, c'est une sorte de traduction de ce qu'on faisait nous en musique française, mais qui n'était pas noté. Le plus bel exemple de ça chez Bach, c'est le prélude en sol mineur du deuxième livre du clavier bien tempéré, où on a tatem, papam, 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 pidem, papam, papam, papam. C'est marqué entièrement en notes inégales. Et là aussi, ça nous permet de réfléchir sur l'inégalité. Pourquoi? Parce que on pense toujours, depuis le temps que j'enseigne l'égalité, on pense toujours que l'inégalité est trop systématique et du coup, on va toujours dans un sens de trop égaliser. Mais pourquoi 4 doubles croches égales seraient moins ennuyeuses que 4 doubles croches pointées, hein? Il faut toujours marquer que chez Bach, on a titem, papam, 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 pipem, papam, et personne ne s'ennuie parce que c'est Bach. Donc, pourquoi ne pas faire ça aussi dans la musique française où ce n'est pas indiqué précisément? Ensuite, un petit mot aussi sur les rythmes lombards qui sont écrits en toutes notes, le tadam, padam, padam, hein. On a chez Croft notamment des rythmes lombards marqués double croche, croche pointée, tadam, padam, qui sont juste aux endroits où on le ferait aussi en musique française. Les danses. Alors, la danse, c'est je fais comme Béatrice, je bois. La danse, c'est vraiment l'identité de toute la musique instrumentale française. La danse, c'est plus que la danse en musique française, c'est beaucoup plus que ça. La danse, c'est un apprentissage social, physique, hein, c'est une manière d'être en société. Il y a une méthode de danse qui s'appelle le maître à danser de Pierre Rameau, qui n'a rien à voir avec Jean-Philippe Rameau. Et il y a des chapitres disant, par exemple, de la manière d'ôter son chapeau et de le remettre, de la manière dont les demoiselles doivent marcher, et celle de bien se présenter, des révérences en entrant dans un appartement ou dans une société. Et là, le terme entrée, c'est très symbolique en France. C'est à la fois l'entrée des danseurs sur un théâtre, hein, parce qu'on appelait la scène le théâtre à ce moment-là, mais c'est aussi l'entrée des courtisans au lever ou au coucher du roi, et le fait d'entrer dans un salon tout simplement. Donc le terme entrée, c'est très très fort en France parce que c'est le début de la vie sociale. Et transplanté dans d'autres pays, les danses deviennent tout de suite comme une sorte de voyage, une sorte d'imaginaire d'une cour et d'une société que l'on ne connaît pas. C'est pour ça que après le clavecin est devenu le convoyeur, on pourrait dire le passeur de toutes ces rythmiques de danse extraordinaires. Et donc dès qu'on écoute ça à l'étranger, on pense immédiatement à la France. Alors, commençons par les préludes avant les danses. On sait qu'en musique française, on a beaucoup de préludes libres. On n'a pas vraiment de préludes complètement libres en exil dans les autres pays, mais on a quelques préludes dont on laisse à penser qu'ils peuvent se jouer de façon très rubato, pour employer un terme anachronique. Chez Purcell, par exemple, la suite en La mineur, la suite en Ré majeur et la suite en Fa majeur, les trois peuvent se jouer d'une façon, c'est écrit mesuré, mais on peut jouer ça comme un petit prélude de Louis Couperin, un peu de façon non mesurée, ça peut convenir, je pense, très bien. Maintenant, on va faire un petit tour de toutes les différentes danses qu'on voit dans les différents pays. L'allemande, déjà. Alors, on a beaucoup d'allemandes à la française chez les Anglais et chez les Allemands. C'est-à-dire les danses qui sont plus lentes que les allemandes à l'italienne, qui sont plus polyphoniques et qui sont plus chargées en écriture. Dans le sud de Purcell, on a un bel exemple d'allemande à la française, marqué very slow en plus, dans la suite 7 en Ré mineur, qui est une allemande très très typique. Et dans les suites françaises, chez Bach par exemple, qu'on appelle les suites françaises, mais ce n'est pas le terme exact, la première en Ré mineur, la suite française en Ré mineur, c'est une grande allemande à la française dans le style de Louis Marchand, typique. Mais la sixième suite française, par exemple, ça c'est une allemande à l'italienne, parce qu'on n'a que deux voix, des doubles croches, pas polyphonique du tout. Elle pourrait se jouer au violon avec une basse continue. Si, sol, la, si, mi, fa, mi, sol, la, si, mi. Typiquement une allemande à l'italienne. Ce n'est pas du tout une allemande française. En musique, dans les suites françaises, la première suite française, la deuxième, la troisième sont très françaises, mais quatrième, cinquième et sixième sont plutôt allemandes à l'italienne. Les courantes.
On a plusieurs courantes à la française en Angleterre. Par exemple, la suite au numéro... Une minute. Oui, Le son à... Ah, c'est ok, bon? c'est bon. Pardon. Voilà. Maintenant, les courantes. Oui. On a plusieurs exemples de courantes à la française donc en Angleterre. Et chez Bach, les les plus bels exemples, ce sont les courantes des suites anglaises de Bach, où là même c'est un hommage direct à la musique française, parce que dans la première suite anglaise en La majeur, il y a deux courantes, dont la seconde courante a deux doubles, deux variations, exactement comme on a chez D'Anglebert, ou chez Chambonnière, ou même chez François Couperin. Et comme on peut peut-être le faire aussi. Ça va? Vous Oui, m'entendez? ça va. Hein. Voilà. Donc ces deux courantes de la première suite anglaise sont encore plus françaises que les autres, parce qu'on a aussi un peu d'écriture luttée, comme ça, et des différences de nombre de voix assez importantes. Mais, par exemple, la courante de la suite anglaise en La mineur, la deuxième, elle est plus constamment à deux voix et en croche. Donc, ça reste une courante à la française, mais ça pourrait être presque un double d'une courante à la française dont on n'a pas l'original, si on veut. Hein. Ensuite, les sarabandes. Alors, on a surtout des sarabandes à la française chez Handel et chez Bach. Hein. On a les grandes sarabandes nobles avec des grands accords très riches, comme la troisième suite anglaise, ou au contraire des allemandes plus douces, plus tendres, comme l'aria des variations Goldberg. Hein. Là, c'est typiquement la différence. En Angleterre, les sarabandes qui sont à la fin du XVIIe siècle sont plus rapides que les sarabandes françaises. Hein. Les sarabandes chez Purcell, elles sont généralement à deux voix, donc c'est plutôt comme des petits menuets, mais ce n'est pas des sarabandes lentes comme ça. Et on sait qu'en Angleterre, c'est Thomas Mays qui disait que la sarabande est à proprement parler comme un menuet un peu plus lent. Et ça explique beaucoup de choses, parce que du coup, chez Louis Couperin, on a des grandes sarabandes graves, mais on a des sarabandes à deux voix qui sont marquées à 6/4, ou si on prend un tempo de sarabande française, c'est beaucoup trop lent, ça ne marche pas. Donc, la sarabande anglaise peut aussi être transposée dans certaines sarabandes de Louis Couperin. Et puis ensuite, on a toutes les galanteries, ce que Bach appelle les galanteries. Là aussi, c'est une marque de la musique française. Donc, on a menuet, gavotte, passe-pied, bourré, lourd, anglaise, musette. Et là, ce sont à la fois des balles, des danses pour le bal, donc pour tous les amateurs, mais c'est aussi des danses de scène pour les danseurs professionnels. Il y a aussi les deux, comme toujours. Alors, on n'a pas beaucoup de chaconne à la française à l'étranger, un peu chez Purcell, mais pas énormément. La chaconne à la française, c'est la chaconne soit en rondeau, comme on a chez Louis Couperin ou chez François Couperin, donc avec un couplet et un refrain, soit comme les opéras, où on a par exemple une partie majeure, une partie mineure, une partie majeure. Mais on a un bel exemple de chaconne à la française, une grande chaconne en fa majeur de Handel, qui est dans les pièces manuscrites, mais qui est une pièce isolée, mais qui est très belle et qui a vraiment une allure de grande chaconne, une grande passacaille à la française. Alors pour les gigues, là aussi le rythme à la française, qui est typiquement la gigue à la française, on voit ça chez les Anglais, mais avec en plus le rythme inversé. On a ce rythme lombard qu'on a chez Purcell très souvent, qui est très marqué, la suite en Do majeur de Purcell, par exemple, comme ça. Et chez Bach, on a plusieurs suites à la française, la gigue de la deuxième suite française, et bien sûr, la petite suite en fa mineur et la septième variation Goldberg, qui est typique, comme ça. Un mot sur les reprises aussi, ça c'est important. Parce que dans les danses qui sont des pièces binaires à reprise, A, A, B, B, on a la possibilité, comme chez D'Anglebert, de rejouer toute la pièce. Chez D'Anglebert, on peut faire A, A, B, B, et encore une fois A, B, ce qui fait une pièce très longue. Et on a un exemple de ça chez Bach, très important, c'est la gigue de la deuxième suite anglaise en La mineur, où là, on a la possibilité, Bach donne la possibilité
de reprendre toute la pièce. A, B, B, et encore une fois AB. Regardez ça, la J de la deuxième suite anglaise, La mineur, très importante. Et maintenant, un petit mot sur l'ouverture à la française de Bach. Peut-être, c'est bon pour les sous-titres, on est à l'ouverture à la française. Tout petit peu avant, voilà. L'ouverture à la française donc, est dans le Klavierübung numéro 2 de 1735. Et là, on a la même organisation toujours que dans le Hortus Musicus de Reinken ou les Nations de Couperin. On a toujours le style italien en premier et ensuite, on a le style à la française. C'est amusant, on a concerto italien, ouverture à la française. Chez Reinken, on a les sonates et les suites de danse. Chez Couperin, on a sonade et suite de danse. C'est toujours l'Italie d'abord et la France après, toujours. Comme les sonates et partitas pour violoncelle aussi. Ça vient du fait que la musique italienne est antérieure à la musique française et que donc on met la musique italienne d'abord, puis la musique française qui est effectivement un peu plus tardive. Pour l'ordre des tonales qui je viens de voir, des partitas de Bach, vous connaissez ça sans doute, mais c'est intéressant. Les partitas ont un ordre tonal très précis. Première partita, si bémol majeur. Deuxième partita, do mineur, une seconde. Ensuite, la troisième partita, la mineur, do, la, une tierce. La quatrième partita, ré majeur, la, ré, une quarte. La cinquième partita, sol, ré, sol, une quinte. La sixième partita, mi, sol, mi, une sixte. Seconde, tierce, quarte, quinte, sixte. Si, do, do, la, ré, ré, sol, sol, mi. Et la septième, ça va être le volume d'après, concerto italien, fa majeur. Si bémol, do mineur, la mineur, ré majeur, sol majeur, mi mineur et fa majeur, concerto italien. D'accord? Donc ça, c'est important. Les deux termes de Bach sur la musique française et la musique italienne me paraissent très importants. Il parle de Italianischen Gusto et Französisches Art, c'est-à-dire goût et style. Et je pense que c'est sans doute la meilleure définition des deux styles français et italien. On parle de goût italien parce que ça fait appel tout de suite à les sensations, les sens, tout de suite. La musique italienne, quelque chose de très sensuel qui fait appel aux sens tout de suite. Et le style français parce que ça passe plus par une chose formelle, un peu plus politique, on pourrait dire. Donc le goût italien et le style français, ça définit beaucoup de ces deux choses. Je pense que c'est extrêmement important. L'ouverture à la française de Bach, elle existait d'abord en do mineur, et puis Bach l'a transcrite, ensuite l'a transposée en si mineur, ce qui fait que peut-être c'est aussi une indication pour la musique française, parce que c'est le fameux si mineur qui est décrit par Marc-Antoine Charpentier comme solitaire et mélancolique. C'est la belle tonalité pour François Couperin, 8e ordre, 13e ordre, 27e ordre. Mais on a chez Couperin, chez Bach, justement, la 3e suite française, l'ouverture à la française, et puis la suite avec la flûte, qui est peut-être un peu plus française que les autres, la suite d'orchestre. Donc c'est sans doute quelque chose qui est si mineur et quelque chose pour Bach qui appelle tout de suite la musique française. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Bach connaissait le deuxième livre, puisque les bergeries sont recopiées dans le petit d'Anna Magdalena Bach. Et vous regarderez l'ouverture, la Raphaël de François Couperin, est très proche harmoniquement de l'ouverture à la française. La deuxième courante est proche de la courante de Bach, et aussi les deux rythmes de gigue à la française. Donc il y a une connexion entre le 8e ordre de Couperin et également l'ouverture à la française de Bach. Les pièces de caractère maintenant. Alors ça, par rapport aux danses, les pièces de caractère ont eu moins de succès à l'étranger. Peut-être parce que justement, ça décrit des caractères, il y a tout un vocabulaire français qui fait que c'était peut-être plus difficile d'en trouver. On a chez Fiocco, on a aussi chez Marburg, qui est élève de Bach, qui a écrit ce fameux Die Kunst das Klavier zu spielen en 1750, qui a été réédité plusieurs fois et qui a été traduit en français même, sous le nom Principe de clavecin en 1760. Et Marpeau, quand il était tout jeune, a publié un livre de clavecin à la française avec des titres comme le coucou, des choses qui sont typiquement de la musique française. En Angleterre, on n'a pas de pièces de caractère, pas à ma connaissance en tout cas. En revanche, en Allemagne, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Carl Philipp Emanuel Bach qui a composé toute une série de pièces de caractère entre 1750 et 1760-61.
Et là, on a des titres complètement à la Couperin. On a les langueurs tendres, exactement comme on a chez François Couperin. On a l'Auguste, comme chez François Couperin aussi, polonaise, la Sophie, la capricieuse, la complaisante, l'irrésolue, la journalière, la Louise. Donc c'est intéressant. On a exactement des pièces de caractère comme on a chez les Français. Mais la différence, c'est qu'il y a une génération d'écart. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans le style français ailleurs en Europe. Parce qu'au moment où Jean-Sébastien Bach écrit des danses à la française, les Français ont abandonné à peu près ce style-là pour écrire des pièces de caractère. Et au moment où Carl-Philippe Emmanuel, donc le fils de Bach, Jean-Sébastien, commence à écrire des pièces de caractère, les Français abandonnent ce style-là pour un nouveau genre très important pour eux, qui est la pièce de clavecin avec accompagnement de violon. Donc il y a à chaque fois un décalage. Quand les Français abandonnent les danses pour des pièces de caractère, Bach écrit des danses à la française, mais qui datent d'il y a 20 ou 30 ans. Et quand Carl Philippe écrit des pièces de caractère que les Français ont abandonnées depuis un moment, là, les Français écrivent des pièces de clavecin avec accompagnement de violon, comme on a chez Mondonville ou des choses comme ça. Et donc, j'en arrive à la troisième. L'autre forme française importante sont les pièces de clavecin avec accompagnement de violon. Alors ça, c'est important, plus qu'il n'y paraît sans doute. Les pièces de clavecin en sonate de Mondonville, ce sont des pièces qui sont peut-être parues un peu plus tard que 37-38, on ne sait pas exactement, mais c'est un répertoire après qui va être utilisé partout. C'est que même les premières sonates de Mozart, c'est des pièces de Mozart qui sont pour clavecin avec accompagnement de violon. Alors, ça n'a rien à voir avec le trio baroque qu'on a chez Bach, où on a deux voix au clavecin avec une voix au violon. Ça, c'est un trio contrapuntique qu'on a, les sonates de violon, de Bach, de flûte, de viol de gambe, ça n'a rien à voir. Là, c'est plutôt qu'on part du clavier et on essaie de trouver une couleur un peu différente. Donc, on part du clavier et on ajoute le son filé du violon pour donner un peu une autre couleur. Donc, c'est très difficile à travailler cette musique-là parce qu'il faut à chaque fois que le violon soit comme le prolongement du clavecin. Donc, ce n'est pas du tout du continuo, bien sûr, pas du tout du continuo. Ce n'est pas non plus le trio comme on a chez Bach, mais ce sont des pièces de clavecin colorées, on pourrait dire, qui sont augmentées d'un son supplémentaire. C'était l'époque où on avait, vous savez, des pianofortes organisés, donc on mélangeait l'orgue et le piano, ou le clavecin et le piano. Donc le 18e français cherche beaucoup à trouver un son composé de plusieurs sons différents, le clavecin et le violon. En conclusion, avant qu'il y ait des questions sans doute, je pense que les grands auteurs européens qui ont écrit dans le style français, pour nous, ce sont les meilleurs des professeurs, parce qu'ils nous apprennent d'abord à parler un français très châtié, que peu de Français parlent maintenant malheureusement. Musicalement, ils nous enseignent à utiliser le style luthier à bon escient, quand il faut et pas tout le temps, à bien agrémenter une pièce juste au bon endroit, à inégaliser avec un naturel, d'accord, et aussi à mieux comprendre les rythmiques et les dictions des différentes danses et des pièces de caractère. Et surtout, il nous laisse des œuvres, souvent tellement belles, qu'on les questionne tout le temps et qu'on les travaille sa vie durant. Je vais terminer sur Versailles. Vous pardonnerez aux Français de parler de Versailles. Et je risque d'apparaître un peu comme un versaillomaniaque. Voilà, je vois que c'est versaillocentriste ou versaillomaniaque. Voilà. Mais il faut bien dire que c'est Versailles qui a inscrit beaucoup Louis XIV dans l'histoire. Sans Versailles, Louis XIV serait sans doute beaucoup moins connu dans le monde entier, je pense. Et peut-être plus que toute autre chose dans son règne. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est grâce au Roi Soleil que Versailles a permis tout le développement d'un style national spécifique qui venait un peu contrer le style italien qui était présent dans toute l'Europe et avec un immense succès, et heureusement, c'est un style magnifique. Et donc, pour ne parler que du clavecin, puisque la conférence est sur le clavecin, je pense que quand on est aux confins du grand siècle, quand l'Europe fait référence à la musique de clavecin, le style luthier, les ornements, c'est pas tellement à Paris
qui pensent, mais c'est bien à Versailles. Dès qu'on a une suite de danse à la française, les auteurs étrangers pensent à Versailles et pas du tout à Paris. Quand Bach écrit, il pense concert pour les trompettes, air pour les trompettes, il pense à Delalande, il pense à François Couperin, tous les auteurs qui étaient à Versailles et qui faisaient leur carrière là-bas. Donc on ne pense pas à Saint-Germain-en-Laye, on ne pense pas à Fontainebleau, on ne pense pas, mais même pas à Paris. Et c'est ça l'extraordinaire de ce château, peut-être unique au monde à cause de ça, c'est qu'il a offert à beaucoup de compositeurs étrangers, français et étrangers, la possibilité d'écrire un répertoire extraordinaire, très cohérent, d'une très grande hauteur d'inspiration. Et c'est sans doute peut-être l'un des grands succès de Versailles, c'est d'avoir généré cette musique extraordinaire. Voilà, fini. Excellent, merci. Bon, nous passons maintenant aux questions. Toute personne qui parle français peut, s'il vous plaît, aider avec des questions, des réponses. Nesse momento, então, quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, pode abrir o seu microfone ou pode escrever no chat que a gente tenta traduzir. Alors, merci. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à cause de le terme à la discrétion ou à discrétion que Froberger, par exemple, a utilisé un peu trop? Est-ce que ça, je pense que c'est très français, ça aussi, n'est-ce pas? Oui, le terme à discrétion en France veut dire librement, comme on veut. Il y a deux sens au mot discrétion en musique française, en France. La discrétion, quelqu'un qui est discret, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop, qui reste un peu comme ça, qui n'est pas très exubérant. Mais à discrétion, ça veut dire comme on veut. Et on voit ça dans les restaurants en France. On voit par exemple mousse au chocolat à discrétion. Ça veut dire qu'on peut en prendre autant qu'on veut. Mais chez Froberger, à discrétion, se joue à discrétion, c'est se joue librement. C'est le synonyme de liberté en français. Oui, et vous pensez que comment est-ce qu'on peut utiliser ça aussi, cette mentalité, l'inspiration de ça à l'interprétation de la musique, par exemple, française bien sûr, ou même Froberger? Est-ce que Alors, vous pensez quelque chose comme ça? pour la liberté, je dis toujours ça en enseignant, c'est extrêmement difficile d'enseigner la liberté à un étudiant, parce que si vous dites à un étudiant ou une étudiante, vous devez jouer libre comme ça, la personne n'est plus libre. Donc, on ne peut pas imposer sa propre liberté. Mais il faut penser que la seule liberté intéressante, c'est la liberté informée. Je prends un exemple. Moi, je ne parle pas portugais. Je ne suis pas libre en portugais. Je ne peux rien dire en portugais. Je ne suis pas libre du tout. On est libre dans une discipline que si on la connaît très bien. Donc, pour acquérir une liberté, il faut connaître beaucoup les choses. Pour acquérir la liberté chez Froberger en musique française, il faut avoir lu toutes les toccatas de Froberger, tous les tombeaux, toutes les plaintes de Froberger. Ça, c'est la première chose, pour se créer un peu un langage de liberté qui peut être extrêmement important. L'autre chose, les libertés qui sont marquées chez Froberger, qui sont marquées, notées précisément avec des valeurs rythmiques. Je suis personnellement toujours pour dire qu'il vaut mieux exagérer les valeurs rythmiques que les changer. Ça, c'est une chose très importante dans les tombeaux ou les plaintes chez Froberger. Les gens, quelquefois, font un peu n'importe quoi sous prétexte que c'est libre. Donc, on a des croches à la même vitesse que les doubles croches, que les triples croches. Mais ça ne peut pas être ça. C'est-à-dire que je pense que les valeurs lentes chez Froberger dans la musique libre sont encore plus lentes, on peut les exagérer. Les valeurs rapides, encore plus rapides. Mais pas que tout devienne un peu comme ça. Et j'ai remarqué souvent que pour la liberté, j'ai remarqué ça sans arrêt pour certains étudiants, on leur demande de jouer libre et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent lentement, ils terminent rapide. Dès qu'on est libre, en gros, on a un moyen de liberté qui est commencer un peu lentement et puis terminer plus rapide. Ce qui est très pauvre, il y a plein d'autres moyens d'être libre. Donc je pense qu'il faut déjà partir de la notation de Froberger, qui est la seule petite unique chose que l'on ait comme lien avec Froberger, et l'exagérer un peu. Il vaut mieux partir d'une sorte d'exagération des valeurs
que de changer toutes les valeurs rythmiques qui sont indiquées. Je pense que c'est important. Oui, très bien, merci. Et aussi, monsieur, la différence qu'il y a, je pense, de le clavecin au XVIIe siècle, la sonorité, je veux dire, et pour les clavecins peut-être plus tardifs du XVIIIe siècle, ce sont très différents comme sonorité, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ça aussi? Alors, c'est vrai que la facture française, c'est beaucoup plus modifié que la facture italienne, par exemple. La facture italienne, en dehors souvent de la tessiture, de l'ambitus, un clavecin italien fin 17e et milieu 18e siècle, il peut y avoir quelques petits changements, mais il y a moins fondamentalement de changements qu'entre un clavecin Thibault du 1680 et un clavecin François-Étienne Blanchet de 1740. Par exemple, ça n'a vraiment plus rien à voir. Donc, la facture française a subi plus de modifications et c'est vrai que c'est extrêmement important d'entendre la musique 17e sur un véritable clavecin français 17e, parce qu'on trouve des choses différentes, tout simplement parce que le rapport entre le petit et le grand clavier n'est pas le même. Et donc, on a quelque chose on a beaucoup plus quelque chose issu des Flandres où les deux claviers sont plus équilibrés de sonorité, mais avec des sons différents. Mais en termes de dynamique, ils sont plus équilibrés en force, alors que dans les clavecins français 18e, on aura plutôt vraiment un petit clavier qui sera beaucoup plus doux, un peu plus précis parce que la cheville est plus proche, et puis un grand clavier plus important. On n'a pas exactement cette division-là dans les clavecins français du 17e. Donc, c'est extrêmement important d'entendre cette musique et de la jouer sur des instruments qui sont très différents parce qu'on trouve des solutions. Encore une fois, les clavecins anciens, ce sont nos meilleurs professeurs. Jouer un clavecin français du 17e, c'est notre meilleur professeur. On trouve tout de suite, la main se met chez elle et trouve des solutions. Donc, il faut effectivement le plus possible arriver à se mettre dans ces situations de connaître la facture, le rapport très étroit entre facture et répertoire, effectivement. Bonjour, Rosanna. Bonjour, Olivier. C'est toujours un bonheur de t'entendre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Olivier. Quel plaisir de te voir. Quel plaisir, bonjour. Quel plaisir de t'écouter ici, dans la maison. Ce sont les bonnes choses de la pandémie, tout en ligne. Oui, c'est ça. J'ai une petite question mais sur l'inégalité, parce que tu avais dit de l'inégalité française qui n'est pas écrite. Et par contre, dans les autres pays, elle était indiquée. N'est pas toujours écrite. N'est pas toujours écrite. N'est pas toujours écrite. Et dans les autres pays, on trouve l'inégalité déjà indiquée. Mais qu'est-ce que tu penses sur l'interprétation des autres musiques des autres pays? Est-ce qu'on peut employer l'inégalité même si elle n'est pas indiquée? Parce que je vois qu'il y a des gens qui le font. C'est la grande question. Je pense, je n'ai pas de réponse précise pour ça. Je pense que quand on a un compositeur comme Telemann, par exemple, qui a été un fervent admirateur de la musique française, il l'a dit lui-même, beaucoup plus que de la musique italienne encore, je pense que peut-être dans certaines pièces qui sont évidemment des sortes de pastiches de la musique française, peut-être qu'on peut franchement inégaliser. J'hésiterais à le faire chez Jean-Sébastien Bach. Je ne vois pas inégaliser une pièce qui n'est pas indiquée par Bach comme étant inégale. Je pourrais le faire éventuellement chez Handel aussi, mais chez Handel, le style français est un peu moins important que chez Telemann, par exemple. Mais Telemann, Graupner, qui a écrit beaucoup de style français, dans certains cas, mais assez rare, je pense qu'on pourrait le faire. Mais je serais très prudent avec ça parce que justement, le principe global quand même des musiciens étrangers, c'est plutôt de noter l'inégalité quand ils la veulent. C'est plus simple quelque part. Donc, je serais très prudent, chez Bach en tout cas, absolument. Quand il veut l'inégalité, Bach, il le marque très précisément. Donc, je ferai très, très, très attention. Mais je serai un peu prudent pour ça. Et pour dire ce qui est en musique française, quand c'est marqué ou pas marqué, c'est souvent que je pense que, par exemple, on a quelquefois aussi en musique française, tim, padam, papam, papam. On a par exemple des doubles croches égales, puis à la fin, on a double croche pointée triple. Donc, ça veut dire que quand c'est indiqué, il faut le faire encore plus inégal que le reste,
et souvent avec une articulation. Ça marche très bien. Donc, il y a des tas de pièces comme ça chez François Couperin, on a souvent ça. Mais aussi l'auguste, par exemple, du premier ordre de François Couperin, l'inégalité est indiquée. Donc, ça veut dire que c'est une inégalité encore plus marquée que l'inégalité habituelle. Donc, dès qu'elle est marquée en France, ça veut dire qu'elle est encore plus prononcée qu'ailleurs, je pense. Il y a une question, je vois. Merci pour tous les messages. Merci Irène pour la gentille Irène Assayag, merci pour le gentil commentaire. Il y a une question sur le clavicorde. Je voulais savoir si l'édition du clavicorde dans la musique française. Et alors, concernant le clavicorde, les Français ne sont pas extrêmement intéressés par le clavicorde, à la différence de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Espagne et de l'Italie, il faut bien dire. Et on rencontre pratiquement pas, assez peu, pratiquement pas, c'est exagéré, mais de façon un peu exceptionnelle dans la grande période de l'école française, fin 17e, début 18e, on rencontre assez peu. Mais on a un renseignement sur le clavicorde qui est dans l'inventaire après décès d'Armand Louis Couperin, qui est donc le fils du cousin de François Couperin, de Nicolas Couperin, qui meurt en 1789. Et là, il avait un clavicorde chez lui. Et je pense que cette pratique du clavicorde en France, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, vient, je pense, de tous les musiciens allemands ou de l'Empire germanique qui arrivent en France, des Eckart, Moutel, des gens comme ça qui avaient une pratique habituelle du clavicorde et qui apportent cette pratique-là en France. Je pense que le clavicorde qui commence à se développer en France au moment du pianoforte aussi, à mon avis, c'est un avis seulement personnel, je pense que ça vient des musiciens étrangers qui apportent cet instrument. Mais on n'a pas la moindre trace de Rameau, de Couperin, de d'Anglebert avec un clavicorde. On n'a pas la moindre trace, ni dans les inventaires après décès, ni dans les commentaires du Mercure, on n'a pas de ça. Donc la France n'était pas très proche du clavicorde, à la différence de l'Allemagne, bien sûr, l'importance. Et quand il vient en France, c'est par les musiciens germaniques, je pense. Merci beaucoup, professeur. Une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question. Anita. Olivier. David, Oui. c'est pour moi. Anita. Comment on doit jouer l'inégalité quand on joue deux clavecins? Comment on est ensemble? On arrive à être ensemble, c'est ça? À deux clavecins? Deux clavecins Oui. qui jouent en Allemagne. Comment on doit faire l'inégalité? Complètement joint ou pas? D'accord. Par exemple, prenons l'exemple de l'allemande à deux clavecins de François Couperin, dans le 9e ordre. Une pièce difficile parce que c'est pas du tout comme les allemandes, c'est pas du tout comme les pièces de clavecin à deux clavecins de Bach qui sont plus faciles entre guillemets à mettre en place parce que c'est moins difficile. L'allemande de Couperin, c'est très difficile à jouer ensemble parce que justement chacun a sa vision de l'inégalité. L'inégalité, c'est une chose un peu de soliste, donc c'est assez difficile. Alors, j'ai envie de dire que l'ensemble entre deux clavecins pour l'inégalité, c'est comme l'accouplement d'un clavecin. Vous savez, les deux 8 pieds à la clavecin, si on veut que les deux 8 pieds sonnent bien, il faut qu'ils ne sonnent pas exactement ensemble. D'accord? Si les deux 8 pieds sonnent trop ensemble, le clavecin est trop dur, on n'arrive pas à jouer. Mais si c'est trop décalé, les deux 8 pieds, c'est insupportable parce que c'est toujours pénible. Donc, je pense qu'une pièce comme ça, il peut y avoir des très légers décalages entre les deux clavecinistes parce que ça va dans le sens d'un arpège à la française. Ça peut marcher bien, mais sans aller trop loin. Si la pièce était trop jouée complètement, totalement ensemble, ça enlèverait un peu de liberté au double croche. Mais si c'est trop complètement décalé, ce serait insupportable. Donc, le bon exemple, je pense, c'est l'accouplement du clavecin qui doit être ni trop ensemble, ni pas assez ensemble. Et le conseil, quand même, pour jouer cette allemande, c'est de jouer ça avec un claveciniste qui a la même formation que vous. Pensez un peu comme vous. Parce que si vous jouez avec quelqu'un qui n'a pas du tout le même style que vous, il vaut mieux jouer une autre pièce. Parce que c'est trop compliqué à mettre ensemble. Il faut quand même quelqu'un qui a un peu la même façon de jouer que vous. Mais moi, les petits décalages ne me gênent pas parce que ça rentre dans... Vous savez, entre la main droite et la main gauche, on n'est jamais complètement ensemble en musique française non plus. C'est un tout petit peu décalé. Donc, on peut faire ça entre les deux clavecins, mais si c'est fait, on ne devrait pas s'en rendre compte, c'est juste que ça sonne expressivement, tout simplement. Il ne faut pas avoir l'obsession de la
verticalité absolue, pas du tout. On peut faire un tout petit peu, mais sans que ça devienne ridicule parce que c'est trop décalé. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. Oui, même dans la basse ou pas? La basse, les deux basses sont différentes. Donc, effectivement, dans l'allemande de Couperin, il y a une basse principale qui est jouée par le clavecin 2, je pense d'ailleurs, de mémoire. Donc, ça, la basse, elle doit être absolument rythmique en place. Et la deuxième basse, qui est un complément, une sorte de, comme une viole de gang, bien en plus, si elle est un peu arpégée, ça marche bien. Mais il faut toujours penser que ce qui est de meilleur sur le temps, quoi qu'il arrive, c'est quand même la basse, pas après le temps et pas avant le temps. Il faut que la ligne de base principale soit très claire et sur lequel on construit les deux clavecins un peu en arpège. Si c'est un peu arpégé, mais qu'on a toujours la base bien sur le temps, ça fonctionnera toujours, à mon avis, je pense. Robson. Robson. Allô, Olivier. Merci beaucoup pour ton cours. C'est toujours merveilleux t'écouter et apprendre avec toi. Merci beaucoup. C'est gentil. Mais pour la musique française de clavecin, je pense qu'il faut beaucoup, comme pour toutes les autres musiques d'ailleurs, mais il faut beaucoup écouter les choses autour du clavecin, écouter l'orgue beaucoup, indispensable, la musique française, écouter les pièces de viol, prenez le temps une fois de lire les 5 livres de Marais, ou écoutez, les pièces de viol apprennent beaucoup pour le style de clavecin, et bien sûr toutes les danses dans les opéras, dans les comédies-ballets, dans les tragédies lyriques, les danses sur scène sont des exemples parfaits. Mais attention pour les danses aussi de ne pas avoir… En France, il y a un peu une sorte de diktat, on pourrait dire, pour imposer quelquefois le tempo des danseurs aux pièces de clavecin. Ça, c'est très important comme idée. Mais les danses qui sont pour les danseurs dans les bals à la cour, quand on voit les danses indiquées, imprimées, c'est des danses toutes simples à 2 voix, sans ornement, sans rien du tout. Très facile à jouer. Donc là, bien sûr, on peut prendre un tempo très rapide. Mais quand on a des menuets chez Danglebert avec de l'écriture luthée, 3 ornements par double croche et puis des choses comme ça, on ne peut pas prendre le tempo de la danse. C'est impossible. Donc, il faut penser que on dit en français, il faut trahir la lettre pour retrouver l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être buté sur un tempo, on peut prendre un tempo un peu plus lent pour entendre les ornements, mais on doit retrouver l'esprit de la danse par l'articulation, par les temps faibles, les temps forts. Il y a une phrase de Michel de Saint-Lambert qui a écrit son livre de clavecin en 1702, Les principes de clavecin, très bon livre avant l'art de jouer de clavecin de François Couperin, et il dit une phrase qui est, à mon avis, très révélatrice de la différence de tempo entre les danseurs et les pièces de clavecin, en tout cas quelquefois. Il dit les menuets à danser se prennent très rapidement, mais il y a des menuets de clavecin qu'on prend plus lentement. Donc, d'accord ? Les menuets à danser se prennent très rapidement, mais il y a des menuets de clavecin qu'on doit jouer plus lentement. Donc, c'est très clair, ça dit bien qu'il y a un hiatus entre le tempo de la danse qu'il ne faut pas suivre de façon butée et les pièces de clavecin qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus ornées. La Passacaille d'Armide, par exemple, à l'orchestre, on peut prendre un tempo rapide, mais la transition de Danglebert, où il y a un nombre d'ornements horriblement difficile, on ne peut pas prendre le même tempo. Et ce n'est pas qu'on ne peut pas, c'est que ça sonne mal, parce que ça devient complètement brouillon, on ne comprend plus rien. On peut jouer vite, ce n'est pas la question, tout le monde peut jouer vite, mais ça ne sonne pas bien. D'autres choses? D'autres choses? En tout cas, c'est facile. Je suis sur Facebook, comme tout le monde. Donc, si jamais quelqu'un a des questions, vous pouvez très bien m'écrire sur Facebook, tout simplement. Et puis, je réponds toujours, pas toujours très tôt, mais je réponds toujours en principe. Donc, bon, et ben voilà. C'est bon, voilà. Quelques questions, pessoal? Ninguém, gente, aproveita, senão nós vamos encerrar a reunião. Merci infiniment, Olivier. Merci à vous. Merci bien. À une prochaine fois. Ah, bon, merci beaucoup pour tout, d'excellentes explications. Je suis très heureuse de votre, de tout ici. Excellent.
Obrigada a todos que estiveram aqui também. Muito Obrigada. obrigada. Alô. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Beatriz. Merci beaucoup, Olivier. À bientôt. Merci. Obrigada, Bia. Obrigado. Eita. Obrigada. Bravos, Bia, muito bom. Beijo.